Dans le contact, il y a transformation. On se rapporte à quelqu'un ou à quelque chose. On porte à nouveau le lien et le rapport d'une chose à une autre. On se lie alors par l'interaction, par une influence réciproque. Et on agit donc de manière liée ou attachée. Mais comment se trouver en présence et garder sa liberté? Autrement dit, comment créer des liens sans se confondre en la relation? D'ailleurs, nous définissons-nous par rapport à nos relations? Et plus largement, à quoi nous définissons-nous? C'est-à-dire, quelle est la définition de l'homme? En revenant, sont nos rapports qui définissent notre humanité. Mais quel rapport entretenons-nous avec la réalité? Aussi, de quelle réalité parlons-nous? Et peut-on vivre dans l'illusion? Si nous rendons compte que rien n'est tangible et que tout est pareillement tangible, quel est l'espace du possible et de l'impossible? En quoi pouvons-nous croire? Et comment évoluer en ces profondeurs? Par ailleurs, sommes-nous capables d'y échapper au conditionnement de l'être? Précisément pour quelle morale agissons-nous? Et qu'est-ce que l'humanité? Quelles sont ses origines? D'où venons-nous? Alors quels sont nos liens avec la nature? Et sommes-nous des animaux dénaturés? Donc, comment interagir avec ses semblables tout en les sachant différents de nous? Alors qu'est-ce qui nous différencie et qu'est-ce qui nous relie? Est-ce finalement la cohésion et la coïncidence que nos vies dépendent? De ce fait, sommes-nous maîtres ou sommes-nous esclaves? Et dans quelles conditions, pour quelle durée et en quelle matière? Je souffre de mon indépendance aux yeux d'autrui. Mais ma force se trouve en présence de mon libre regard. J'aime l'ermite qui se rencontre et qui se raconte. Il est en contact avec sa nature définie, avec le monde autant qu'avec autrui. Sa différence principale est son expérience du savoir, qu'il ne dépend plus d'autrui. Il vit bien, seul et reclus. Il est là une chose extraordinaire à appréhender. Notre solitude est infinie. Parmi tous, nous sommes seuls. Or, nos relations est ce qui nous y échappe. De l'idée d'indépendance, une nature contingente se libère d'un acquis défini. L'être se dépasse et demeure éternel, en un fait qui persiste. Une vision pleine, globale, ou unie, peut-on dire. Le manque naît du ressentiment. Lui-même se dissipe dans le lien par la compassion. Cette chose étroite, intime et innée. Nos sentiments semblent déterminer donc notre condition. D'ailleurs, l'égoïste vivra moins et l'altruiste vivra mieux. Par exemple, l'égoïste se trouve en compétition. Il est donc incapable de se vivre avec autrui, puisque seuls ses rapports nombrilistes le concernent. Or, l'altruiste s'évertue. Il sait aiguiser l'empathie, et il perdure ainsi dans le lien à l'autre. Car l'autre est le même, point par point. L'altruiste le respecte donc autant que soi-même. D'une manière identique, il tient à sa vie, comme à la vie, donc à celle de tout à chacun. On coïncide en une même durée. La conscience de l'individu altruiste est globale. Celle de l'individu égoïste est unique. Or nous sommes multiples, en quoi nous pouvons coïncider le personnel et le collectif à la fois. Le lieu est celui de l'intime. L'intimité est ce qui se réserve, se préserve et se partage. On constate l'énigme mais on ne se résout à la dissoudre.
On la garde intacte, s'émerveillant de la profondeur des échanges. Elle choisit l'éternité comme ces personnes qui s'y adonnent. Elle est les nuages de la réalité. Elle est douteuse, elle se confie à l'infini, ainsi elle dure de manière tangible. En ça, l'être prouve son existence et ses liens à une nature absurde, non commensurable, et en laquelle elle s'harmonise, en revenant à une origine primordiale de la matière, confondue en des forces intérieures qui s'unissent pour une conversation de l'espace.